C'est parti avec les dossiers d'histoire, mesdames et messieurs. Le premier, c'est Jean-Pierre Ayobangira Safari, député national, élu du Nord Kivu, qui est avec nous ce soir. Honorable député Jean-Pierre Ayobangira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes élu du Nord Kivu, la province du Nord Kivu, sous l'état des sièges à ce jour. Oui, nous sommes élus d'une province qui est sous état de siège et qui attend la sortie de cet état de siège. Qui attend la sortie de cet état de siège. La thématique proposée ce soir, c'est évaluation, état de siège. Une évaluation sérieuse s'impose. Pensez-vous que cela est nécessaire? Bon, je pense que les évaluations, nous en avons déjà faites. Nous en avons fait plusieurs, et que ce soit au sein du Parlement, à travers la commission défense et sécurité. Nous l'avons fait pendant plusieurs mois. Nous avons eu à auditionner les ministres, les chefs de l'armée, les services de sécurité. Et il y a eu aussi des évaluations qui ont été faites au niveau du Sénat. Il y en a d'autres qui ont été faites par le gouvernement, que ce soit ici à Kinshasa ou sur place au niveau de Goma, de Bunia. Donc les évaluations, il y en a tellement beaucoup. Et la toute dernière, c'est le Premier ministre qui a fait une tournée au Nord Kivu, en Ituri, avec une délégation de l'état-major, avec des députés. Donc je pense que les évaluations ont été faites. Nous attendons juste les décisions. Donc la mise en place, l'exécution des recommandations qui ont été faites. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on est là. Les évaluations ont déjà là et le président a toutes les conclusions. Et ce qui reste, ce sont des conclusions, des décisions. Et nous pensons que ça sera fait au courant de la table ronde qui incessamment devra débuter d'ici en début de ce mois-ci et prochain en novembre. Mais quelle est la situation sur le terrain? La situation est que, en soi, l'état de siège semble ne pas porter les fruits que nous attendions, nous, en tant qu'élus, et que la population en général attendait. Et il est vraiment difficile, impossible de maintenir une population sous un régime d'exception aussi fort que l'état de siège. Pourtant, les fruits réels ne sont pas à la hauteur de la gravité de cette décision-là. Et aussi en sachant que nous avons eu aussi à mettre fin à d'autres menaces, que ce soit la menace du M23 en 2012, que ce soit même aussi la menace de l'ADF, auquel les généraux, que ce soit Mamadou et Baouma, avaient pu mettre fin, et cela sans état de siège. Donc il est possible de résoudre la situation actuelle de l'insécurité à l'Est sans état de siège. Au contraire, l'état de siège est en train d'augmenter les frustrations. Parce qu'avec un régime d'exception, il y a les autorités qui sont en place qui doivent mettre fin à l'insécurité. Et vu qu'ils n'arrivent pas à produire des résultats concrets comme la population y l'attend, ils sont en train de faire une course à la maximisation des recettes. Et cela en matraquant sévèrement la population, et ce qui aggrave encore le rejet de l'état de siège. Donc il faudrait qu'on puisse mettre fin à ces cercles vicieux, parce que si cela n'est pas fait, en fin de compte, ce n'est qu'exacerber encore les ressentiments d'une population qui est déjà en souffrance. Ah, pour vous, député national, élu du Nord Kivu, l'état des sièges a démontré ses limites. Les limites sont là, ce n'est pas pour nous, c'est tout le monde. Il n'y a eu aucun rapport conscient, à part ceux qui sont faits par les animateurs eux-mêmes de l'état des sièges, mais il n'y a aucun rapport, que ce soit des élus, de la société civile, des ONG, des organismes internationaux, qui montrent que l'état des sièges est une solution qui pourra porter des résultats tels que nous les attendions. Donc il faudrait qu'on puisse passer à autre chose. Il n'y a pas eu d'avancée, même minime. Les avancées en termes de sécurité, nous ne pouvons pas nier qu'il y a eu des avancées, mais ce n'est pas à la hauteur de l'état de siège. Il y a des avancées qui pouvaient être atteintes même sans état de siège. Mais ce qui est plus grave, c'est de savoir que c'est durant l'état de siège que Bunagana est tombé. Et je pense qu'il n'y a aucune avancée qui peut mettre en balance la chute de Bunagana. Et c'est sous l'état de siège que les massacres au niveau de Beni, de Irumu, en Ituri, se sont encore aggravés. Donc en termes de sécurité, nous ne trouvons pas une avancée qui peut contrebalancer ces deux faits-là.
l'état de siège doit être révisité. Vous souhaitez la fin carrément, l'arrivée carrément de cette situation d'exception. Nous voulons qu'on puisse mettre fin à l'insécurité et nous voulons aussi que les populations puissent aussi vivre dans des conditions normales et tout cela peut être fait sans état de siège. Donc avec l'état de siège, la population souffre. Elle souffre. Nous avons eu un mort qui a été tué en pleine ville par des policiers, en ville, à Goma, en pleine journée. Tout cela, pourquoi? Parce qu'actuellement, avec l'état de siège, les policiers et l'armée en général se retrouvent avec des pouvoirs exorbitants. Et pour faire payer des taxes, une vignette, on est en train de faire des opérations, on dirait qu'on est en train de traquer des ADF. Donc, on est en train de dérouter les forces armées de leur mission principale de sécuriser. Ils sont maintenant en train de faire des recouvrements et forcés. Donc ce n'est plus un état de siège sécuritaire, c'est un état de siège, on peut dire, économique. Et cela, ça ne cadre pas avec l'idée initiale qui nous avait poussé, nous en tant qu'élus et d'autres. Qui n'ont pas compris et qui n'ont pas compris réellement la définition ou l'objectif principal de l'état des sièges. Quand vous dites aujourd'hui que pour vous l'état des sièges est devenu une sorte d'état des sièges économique, donc c'est-à-dire que les autorités militaires n'ont pas compris le rôle leur assigné par le gouvernement congolais. Nous pouvons prendre un exemple simple. Il y a eu, je pense que c'est passé ici, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres chaînes, les porte-parole militaires du gouverneur militaire au Nord Kivu, qui nous parle qu'il a fixé l'ennemi à Bunagana. OK? Et que comme point positif, ils ont augmenté les recettes. Donc pour lui, Bunagana peut rester comme tel et sous l'emprise des rebelles, mais l'essentiel c'est qu'il donne un rapport qu'il a augmenté les recettes. Mais les recettes, il les a augmentées de combien et à quel prix? À quel prix en martyrisant une population qui est déjà en souffrance. Et savoir aussi que Bunagana, c'est aussi une douane. Une douane que si on pouvait la libérer, elle pourrait augmenter les recettes sans qu'on ait à matraquer une population. Donc ça montre qu'ils sont en train de dévier de leur mission principale qui est la sécurité et pour aller dans une mission qui n'est pas celle que nous, en tant qu'élus, nous nous attendions à cela, qui est celle de maximiser les recettes, de multiplier les taxes et d'augmenter encore l'exaspération de la population qui, elle, ne voit maintenant que les côtés négatifs de l'état des sièges. C'est-à-dire qu'il faut, si l'État, les autorités ne mettent pas fin, à l'occurrence le chef de l'État, et si même le Parlement, vous avez la responsabilité de mettre fin à l'état des sièges. Si vous ne mettez pas fin à l'état des sièges, vous êtes député national, il faudra envisager les changements des animateurs de province. Nous sommes des élus au niveau du Nord Kivu, nous sommes à 48. En Ituri, ils doivent être aussi alors une trentaine. Donc nous n'arrivons pas à une 80aine d'élus au niveau du Nord Kivu et de l'Ituri. Et nous seuls, nous avons eu à mener plusieurs actions. Notamment, nous avons eu à boycotter les sessions, nous avons eu à faire plusieurs réunions, interpeller les ministres, le président et tout ça. Mais au sein de l'Assemblée, les 80 élus ne peuvent pas eux seuls mettre fin à l'état des sièges. Il faut que ça soit la majorité. Il faudrait que nos collègues des provinces autres, que ce soit les du Katanga, du Kasaï, de Kinshasa, des Bandundu de l'Équateur, puissent aussi nous aider. Et je vous jure que l'état des sièges prendra fin. Elle devra prendre fin parce qu'une mesure qui ne marche pas, fin de fin, elle prendra fin. Et ce qui reste, c'est de savoir comment y mettre fin dans la discipline, avec la manière. Et je pense que c'est sur ça que le président est en train de travailler. Mais nous sentons que lui-même est convaincu que le temps est venu de mettre fin. Il reste de savoir la procédure. La procédure. Mais pendant ce temps, Bunagana reste occupé par le M23. Bunagana avec le reste occupé par le M23. Quelle est la solution? Comment faire? Que faire pour récupérer Bunagana? Parce que ça devient une chanson. C'est comme si c'est normal qu'on se réveille le matin et Bunagana est occupé. Oui, Bunagana est occupé. Bunagana est occupé. Mais que fait-on pour récupérer Bunagana?
Je pense que nous sommes en train de voir des changements qui ont été faits au niveau de l'état-major. Hein. Parce que parmi beaucoup de plaintes, on disait qu'il y a des traîtres au sein de l'armée, au sein du commandement. Et les mesures qui ont été faites d'échanger la tête de l'armée, que ce soit l'état-major, nous attendons que ces mesures puissent aller jusqu'au bas, au niveau des secteurs opérationnels, pour que le motif des traîtres puisse être lavé. Et qu'enfin nous voyons des opérations et qu'on puisse mettre fin à l'occupation de Bunagana. Mais depuis hier, je peux vous dire qu'il y a eu quand même des combats. Ça faisait un temps qu'il n'y avait pas de combats. Depuis hier, les FARDC ont pu relancer les opérations. Nous pensons que cette fois-ci, ils vont continuer jusqu'à récupérer Bunagana. Et qu'il n'y ait plus de motif qu'il y a des traîtres. Parce que les changements ont été faits, au moins à l'état-major. Il faudrait aussi qu'on puisse voir les mêmes changements au niveau des secteurs. La solution, c'est les opérations sur terrain pour récupérer Bunagana. Mais c'est ça, un État qui se respecte doit s'imposer. Les dialogues, les négociations ne peuvent être faites qu'en position de force. Et actuellement, engager un dialogue à ce moment-ci, en position de faiblesse, c'est soumettre la République à des accords qui ne sont pas bons. Dans les accords qui signés en état de faiblesse sont les accords signés contre vous-même. Effectivement, c'est en quelque sorte, on est obligé de signer ce qui ne devrait pas être alors acceptable. Donc c'est mieux, en fin de compte, il y aura un dialogue. Oui, on ne peut pas dire que tout sera une solution militaire à 100%. Mais il faudrait que le gouvernement puisse être aussi en position de dialoguer en ayant toutes les cartes en main. En ayant toutes les cartes en main, les nominations au sein de FARDC peuvent être une solution à la guerre, vous l'avez dit. Il y a eu des traîtres, soupçonnés d'être des traîtres dans la chaîne de commandement de l'armée. Eh bien, là, le chef de l'État a nommé, a tapé du poing sur la table. Eh bien, il y a d'autres animateurs, d'autres officiers qui ont été nommés. Ça promet, il y a l'espoir? Nous espérons. Et la première chose que nous devrons savoir, c'est qu'il y aura un motif de moins. Un motif de moins qui venait expliquer les échecs. Et ce motif, c'est de dire qu'il y a des traîtres. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre fin à ces motifs et que maintenant, nos militaires puissent faire leur travail sans se dire ou sans nous dire qu'il y a des traîtres qui font en sorte que leur travail ne donne pas les fruits. Donc, c'est bien de travailler en sachant qu'on n'a pas d'autres blocages qui nous entourent. Il y a vraiment un problème des traîtres et tout ça, mais il y a aussi un problème des munitions, des logistiques, des renseignements. Les renseignements, et cette guerre-là, il faudrait qu'on puisse avoir des renseignements afin qu'on puisse contrecarrer les réactions ou les attaques ou prévenir les attaques, mais aussi être en mesure aussi de lancer des opérations en ayant toutes les informations utiles en termes de position de l'ennemi, en termes de logistique de l'ennemi, en termes de planification et de projets de l'ennemi, afin qu'on ait toutes les chances, que nos troupes aient toutes les chances de mener à la victoire et de gagner avec le minimum de pertes aussi au sein de nos forces armées. Donc le changement à la tête de l'armée, au sein de l'armée, était utile. C'est quelque chose d'utile que nous apprécions et c'est quelque chose qu'au sein de la commission de défense, nous avons eu à demander. Donc c'est quand même une réponse à l'une de nos demandes et pour cela nous ne pouvons qu'apprécier, mais encourager et demander que cela puisse aller jusqu'au niveau des secteurs et s'il faut même au niveau des régiments et des bataillons. Alors on change des officiers au sein de des hauts officiers au sein de l'armée. Vous êtes député national, l'opinion publique a toujours dénoncé le fait qu'il y a des traîtres au sein de l'armée, mais lorsqu'il y a changement, ceux qui sont suspectés de traîtrise, pourquoi ne sont-ils pas placés devant les causes des tribunaux? Ça, c'est la responsabilité, c'est la même chose que ça soit au niveau de l'armée, que ça soit même au niveau des politiques. Parce qu'on nous dit aussi qu'il y a aussi des politiciens qui sont derrière toutes ces histoires des groupes armés et tout ça. On nous a même dit, on nous avait même interpellé, quitter les groupes armés. Mais depuis que la liste de ces complices-là est là, depuis que des rapports
sont là contre les complices et les traîtres. Il n'y a aucune action judiciaire qui est faite. Donc nous attendons qu'après les changements, mais qu'il y ait aussi des actions. En fait que tous ces traîtres-là, tous ces complices-là, puissent être interpellés, arrêtés et mis hors d'état de nuire. Et c'est là qu'on montrera qu'effectivement, l'État est responsable, l'État sait ce qu'il fait et l'État est en train de prévenir afin que ces climats-là de traîtrise puissent être, qu'on puisse mettre fin, ou sinon c'est alors un cancer qui risque de s'étendre ailleurs. Nous avons eu les groupes armés au niveau de l'Est et malheureusement actuellement aussi à l'Ouest, dans les territoires des Kwamout, il y a aussi une insécurité. Tout ça, et pourquoi? Parce qu'on a laissé faire ceux qui faisaient les désordres à l'Est et ceux de l'Ouest aussi, ils se disent, mais comme on ne sanctionne pas nos collègues de l'Est, c'est que nous aussi à l'Ouest, on peut faire aussi la même chose. Donc il faudrait que l'État puisse aussi quand même agir. Vous êtes élu de Massissi, dans le Nord Kivu. Alors, si la sécurité, la paix, la sécurité n'est pas de retour à 100% dans cette province, eh bien, vous qui êtes élu de la province du Nord Kivu, vous aurez du mal à être réélu. Nous aurons du mal, mais celui qui aura le plus de mal, c'est le répondant numéro 1, c'est le président. Donc je pense que c'est aussi de sa priorité. Donc c'est la priorité de nous tous. Ce n'est pas seulement les élus du Nord Kivu, de l'Ituri, mais je pense que même aussi les électeurs même du Kasaï, du Katanga, de Kinshasa, tous sont préoccupés par l'insécurité de l'Est. Donc si l'insécurité de l'Est ne prend pas fin, c'est un échec global. Et ça sera aussi un échec global dans le sens que ça pourrait aussi mettre à mal aussi l'unité et l'intégrité du territoire. Faites attention avec la balkanisation, il y a des forces qui y travaillent et l'un de leurs canaux, c'est de continuer, de perpétuer l'insécurité à l'Est. Alors, le Massissi figure parmi les 145 territoires. Vous êtes député national. Oui. Est-ce que cette question hante les esprits des députés nationaux? Parce que c'est un programme qui peut être à la base du développement à la base. Permettez-moi la tautologie. C'est l'un des programmes phares auxquels nous avons eu beaucoup d'espoir. Et malheureusement, nous ne voyons pas encore les programmes lancés. On nous a parlé d'un lancement officiel au Kwango. Mais chez nous, à Massissi, nous n'avons encore rien vu. Aucun coup de pioche. Et nous attendons au contraire qu'il y a certains projets qui commencent à être détournés ou changés. Et alors, vous avez l'occasion d'interpeller les ministres. Oui. Nous avons savoir un peu plus. Hein. Nous attendons d'avoir les éléments alors en détail parce qu'on a eu à voir certains échos, qu'il y a des centres de santé qui devaient être construits dans un village tel qu'on est en train de déplacer vers un autre. Donc nous attendons d'avoir les éléments dans la globalité et là nous pourrons voir comment faire les suivis. Alors, le mode opérateur c'est quoi? Avant le débit, il faudrait que l'Assemblée nationale soit quand même mise au courant de l'opérationnalisation de ce projet. Rien n'est encore fait. On nous a déjà informés. Oui, on nous a fait. On a eu à faire une réunion avec la BSECO qui aura à gérer tout ce qui est les projets au niveau du Nord Kivu. Et il nous a donné un fichier de tout ce qui est prévu dans chaque territoire en termes de construction, que ce soit des bâtiments, des centres de santé, des écoles, des routes, des puits de forage, de l'électrification. Et nous attendons de voir maintenant les lancements effectifs. Mais à ma connaissance, la liste qui avait été présentée par la BSECO, il y a eu des changements. Et ces changements, il faudrait qu'on sache, ça a changé en fonction de quoi. Vous avez l'information? Oui, nous avons des informations déjà pour au moins 3 de ces projets-là, dont on nous dit qu'ils ont été délocalisés. Il faudrait qu'on sache la décision vient d'où, elle a été prise comment, parce que nous tous... Délocalisés pour quel territoire? Non, c'est toujours au sein du même territoire, mais c'est d'un groupement à un autre, soit d'un secteur à un autre. Et ça, il y a eu la main d'un politicien quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. Récupérer des dividendes politiques. Nous tous, nous avons été sensibilisés et on a accepté.
il faudrait que ça soit fait de tel que ça avait été convenu, parce que là, au moins, on s'assurait que tous les territoires, au moins, avaient un projet dans chaque coin. Et les Massissi n'est pas épargné. Les Massissi n'est pas alors épargné. Si les Massissi n'est pas épargné, ça veut dire que vous avez une bonne opinion dans votre territoire à Massissi. Est-ce que vous êtes toujours en connexion avec la base ou vous êtes devenu député de l'Europe? Non, non, moi je suis à Massissi chaque jour. J'étais là il n'y a pas l'orée de semaine et j'y retournerai encore pas plus loin que, ça va là-bas, il y a la paix? Que dimanche. Alors, on peut dire qu'il y a une accalmie, mais il y a toujours des groupes armés. Et nous avons encore à dénoncer l'échec du programme de démobilisation. C'est l'un des points aussi qui fera en sorte que même aussi l'état de siège ne marchera pas tant qu'on n'arrive pas à démobiliser tous ces groupes armés. Au contraire, nous voyons des groupes armés qui se battent entre eux devant les yeux impuissants des militaires qui sont supposés avoir suffisamment de force, suffisamment d'outils pour mettre fin à tous ces groupes armés. Et dans les Massissi, la MONUSCO est absent. La MONUSCO elle circule encore à Massissi. C'est au contraire au niveau de Goma où elle ne circule plus, que ce soit à Goma, que ce soit dans la ville de Beni, de Butembo. Mais au niveau de Massissi, elle est là. Elle a encore une base au niveau de Kichanga. Malgré cela, il y a toujours des mouvements de groupes armés. Oui, de ce côté-là, je pense que la MONUSCO, elle s'occupe essentiellement de la démobilisation des groupes armés étrangers, notamment les FDLR. Mais pour ce qui est des groupes armés locaux, ça c'est la responsabilité du gouvernement. Honorable je retrouve mes notes, Jean-Pierre Ayobangira Safari, c'est votre nom? C'est mon nom. Élu de Massissi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, nous marquons une petite pause pour la suite avec notre invité. Tout de suite.